Notre fin d'après-midi se déroulera en deux temps. D'abord, une restitution des débats qui se sont déroulés dans chaque atelier. Ça va durer environ 1 heure et après, nous aurons nos collègues allemands, enfin un collègue allemand qui viendra nous parler de son expérience en Allemagne. Il est déjà intervenu à 2 reprises ce matin et la médiation en Allemagne est beaucoup plus avancée que chez nous, donc il y a des points intéressants de comparaison qui, je pense, nous sera extrêmement utile dans le cadre de nos réflexions. Deuxième chose, je voulais vous dire qu'en tant que membre du comité d'organisation, nous avons été extrêmement satisfaits de la présence aussi nombreuse dans les ateliers, parce que certains ateliers même ont dû refuser du monde. Donc jouer à guichet fermé comme ça démontre qu'il y a une véritable demande. Et donc, il faudra qu'on voit si le souhait s'exprime davantage de dialogue ou d'instances de dialogue entre les avocats, les universitaires, les magistrats, pour qu'on puisse échanger sur les thématiques, sur les points qui se posent, hein, surtout quand, là, vous avez vu que les réformes ont été extrêmement riches et nombreuses. Donc, si vous le souhaitez, s'il y a une demande dans ce sens, on est tout à fait d'accord pour examiner la possibilité de multiplier ces rencontres, si c'est nécessaire, sur des thématiques différentes. Alors, je vais demander d'abord au premier atelier, donc éloignement des étrangers, nouveau contentieux du placement en rétention. Cécile Vrignon-Villalba, parole est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, atelier très riche, qui a joué à guichet fermé, comme vous l'avez dit. J'aurais du mal à restituer l'ensemble des échanges et la richesse de ceux-ci. L'idée était de s'interroger dans cet atelier sur l'un des points de la loi du 6 mars 2016 qui a pris effet à la fin de l'année dernière, à savoir le changement dans l'intervention et dans l'ordre d'intervention et dans le rôle du juge judiciaire et du juge administratif s'agissant du placement en rétention. Alors, vaste sujet dont on se rend compte qu'il pose un certain nombre de questions, tant procédurales et parfois très pratiques, voire pragmatiques, mais également plus techniques d'un point de vue juridictionnel, s'agissant du serpent de mer, de l'exception d'illégalité dont nous avons beaucoup discuté. Alors, les différents interlocuteurs qui sont intervenus, je le rappelle, sont M. Venet, qui représenterait l'ordre de Malte, donc c'est le début de la chaîne, ce sont les personnes qui aident les étrangers placés en rétention à faire leur recours. Ensuite, on a eu l'intervention de M. Dupré, qui est intervenu comme JLD, donc c'était un peu notre invité vedette, qui a été écouté avec beaucoup d'attention par l'ensemble des intervenants. Maître Hens a complété cette première intervention par le point de vue de l'avocat, et j'ai terminé rapidement en donnant celui du juge administratif. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de manière très rapide et très schématique ? L'ensemble des intervenants ont d'abord souligné la spécificité de ce contentieux dans la région, à Lille et plus largement dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment il y a la présence, vous le savez tous, du Calaisis. Donc le contentieux dont nous parlons ici est probablement un peu particulier s'agissant des publics concernés. Ce sont beaucoup de gens qui veulent passer en Angleterre et qui, pour la plupart d'entre eux, pourraient prétendre à l'asile s'ils le demandaient en France, mais ne le souhaitent pas. Donc c'est une problématique particulière. Et puis il y a même une petite distinction entre Calais et le Nord-Pas-de-Calais, le Nord et le Pas-de-Calais. Là encore, les publics sont un petit peu différents. Autre spécificité, elle est induite aussi par la présence de Calais, c'est le nombre de recours. Il y a un nombre d'étrangers placés en rétention qui est extrêmement important. L'ordre de Malte a ainsi indiqué qu'il a, de janvier à août de cette année, son équipe de Lille a suivi 1200 personnes, en sachant que la quasi-totalité font un recours devant le JLD et beaucoup d'entre elles font également un recours devant le juge administratif. Donc vous pouvez imaginer ensuite la charge de travail que ça représente pour l'ensemble des interlocuteurs. Et enfin, il a été également souligné que l'ensemble des acteurs doivent se mouvoir dans un contexte à la fois juridique, mais aussi politique particulier, qui ne facilite pas toujours la tâche de ce point de vue. Alors, un des premiers points sur lequel nous avons discuté, c'est la question de la rapidité versus l'effectivité.
On était à peu près tous d'accord pour dire que l'objectif du législateur, qui était d'aller plus vite dans le traitement de ce contentieux, est atteint. Mais la question s'est posée de savoir si ça ne se faisait pas au détriment de l'effectivité du droit au recours pour les étrangers. Pour l'ordre de Malte, il nous a été expliqué qu'au lieu de préparer un seul recours contre l'ensemble des décisions, y compris donc le placement en rétention devant le juge administratif, comme cela se faisait auparavant, il fallait préparer désormais 2 recours. Le premier devant le JLD avec un délai très contraint, puisqu'il y a un délai de 48 heures pour saisir le JLD, et que donc ça a dû les amener à évoluer dans leur pratique. Le JLD donc est saisi en 48 heures maximum, il a 24 heures pour statuer. Et il a 24 heures pile. Il ne peut pas se permettre le luxe du juge administratif de dire bon, si je dépasse mes 72 heures, ce n'est pas très grave, c'est 24 heures. Donc ça implique pour eux de très larges contraintes organisationnelles et bien sûr rédactionnelles, puisqu'il faut parfois rédiger entre la fin de l'audience et le délai un certain nombre de décisions en 1 heure, 1 heure et demie. Donc on peut comprendre leurs préoccupations. À cela s'ajoutait le fait que, outre la saisine initiale du requérant contre le placement en rétention, vient dans les 48 heures ensuite la demande du préfet de prolongation du placement en rétention. Donc cet ensemble, ce système pouvait amener et a fait craindre au départ au JLD un enchaînement des procédures avec 2 ou 3 audiences successives. Et il est apparu que les parties, l'Ordre de Malte et les autres associations et le JLD, se sont entendus pour essayer de faire en sorte que l'ensemble de ces recours soit vu au sein d'une même audience. Donc ça facilitait leur analyse et leur cohérence. Contrainte également pour les avocats qui reçoivent les dossiers souvent très tard. On nous a parlé de 20h, 21h, 22h la veille de l'audience, avec des équipes de permanence qui sont composées de 4 à 5 avocats qui sont parfois insuffisants. Donc ça impliquait aussi qu'ils réorganisent ces équipes de permanence. Et on peut imaginer que de recevoir un dossier la veille à 22h, ça complique un peu la préparation de la défense de la personne concernée. Il nous a également été expliqué que parfois l'avocat s'apercevait, lorsqu'il n'y avait pas eu de recours encore devant le JLD, que le délai était trop tard, il ne pouvait plus le faire. Pour le juge administratif, alors la problématique est devenue un petit peu différente. L'année dernière, avant l'entrée en vigueur de la réforme, il a été confronté à cette problématique de la masse dans un délai très court, donc ce qu'on appelle le juge des 72 heures. Du fait maintenant de l'intervention du JLD, dont il est ressorti que, en tout cas, ce sont les chiffres que nous avons donnés pour Lille, en gros, 55%, si on prend le JLD donc à Lille et celui de la Cour d'appel de Douai, 55% des personnes placées en rétention qui ont fait un recours sortent, sont libérées. Ce sont d'autant de personnes qu'on ne voit plus devant le juge administratif, parce qu'une fois qu'ils sont libérés, ils s'empressent de partir, de retourner essayer de passer en Angleterre, et donc ce qui se passe devant le tribunal les intéresse très peu. C'est donc poser la question pour le tribunal de continuer à statuer sans requérant, ce qui posait aussi un problème aux avocats, puisque défendre un requérant quand on ne l'a pas vu, c'est un petit peu compliqué. Et d'où cette approche, là encore, pragmatique, on l'a vu tout à l'heure avec le JLD, discussion, comment est-ce qu'on s'organise. On a décidé donc de faire des ordonnances de non-lieu en l'état. En gros, tout est gelé, et ce n'est que si le requérant est de nouveau arrêté en train d'essayer de passer dans le tunnel ou ailleurs, et qu'il revient en rétention, qu'on terminera la procédure, puisqu'il ne peut bien évidemment pas être éloigné sans qu'il ait pu avoir accès au juge. Autre point qui a été abordé de manière peut-être plus technique, c'est l'exception d'illégalité. En gros, est-ce que donc le juge des libertés est désormais devenu ce grand juge dont on a parlé, et le législateur semble lui avoir donc donné la mission de statuer à la fois sur la régularité de la procédure, mais également sur la légalité du placement en rétention. La question de savoir si, dans ce cadre-là, le juge des libertés pouvait se saisir du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement s'est posée. Il semble que les juges ont répondu de manière différente, majoritairement en considérant le moyen comme irrecevable. C'est le cas, il nous a été donné de la position de la Cour de Douai. En revanche, le juge des libertés du tribunal de grande instance de Lille a, lui, considéré que ce moyen était recevable. Donc, des exemples nous ont été donnés de décisions qui sont prises à ce sujet. On nous a également informé que la Cour de cassation devrait bientôt, incessamment sous peu, le 27 septembre, si j'ai bien compris, trancher cette intéressante question. Donc pour les passionnés de droit pur et dur, voilà, vous pouvez noter la date.
Autre point qui a été souligné, c'est, alors je suis un peu embêtée pour le dire parce qu'on n'avait pas de représentant de l'administration en tant que tel, donc c'est facile de dire des choses quand on n'a pas la défense, donc c'est pas très respectueux du droit à la défense, mais selon les observateurs, il y a peu d'adaptation des pratiques administratives par rapport aux décisions qui sont prises. En gros, le JLD libère beaucoup, mais on voit toujours les mêmes pratiques, les mêmes mises en rétention. L'administration elle-même, sachant probablement qu'il y aura une libération, donc serait-ce un objectif de désengorgement du Calaisis, au moins temporairement? Cette question a également été abordée. On a également abordé le point particulier très intéressant de savoir, dans le cas particulier où le JLD ne libérerait pas, donc en ne remettant pas en liberté la personne retenue, donc en considérant que le placement en rétention était légal, mais que le juge administratif, lui, annulerait la décision d'éloignement. Il semble qu'une pratique de l'administration consiste à ne pas relâcher, à ne pas libérer. Mais en ouvrant à l'instant avec le président, je crois que cette question a pu se poser dans d'autres tribunaux et parfois peut-être un petit considérant consistant à mettre que l'annulation de la décision d'éloignement implique nécessairement que l'intéressé soit libéré pourrait probablement simplifier les choses. L'administration à la PAF, ils regardent si c'est marqué annulé ou pas, et donc si c'est pas marqué, peut-être qu'il faut leur dire avant que ça implique quand même que la personne soit libérée. En conclusion, beaucoup de questions encore en suspens sur notamment l'articulation entre le JLD et le juge administratif et sur les questions d'organisation de l'ensemble des procédures. Des difficultés d'organisation évidentes de par la multiplicité de ces procédures. Il n'est pas certain que quand les législateurs prennent ces textes, il est nécessairement pensé à tout ce que ça allait induire pour l'ensemble des acteurs. En tout cas, ça implique de leur part beaucoup de pragmatisme et heureusement, on a une assemblée émergé l'idée que on se parle et que ça permet quand même de faire face à un certain nombre de difficultés. C'est quand même une machinerie très complexe. Et je crois qu'elle est très complexe, en particulier pour les requérants qui n'y comprennent pas grand-chose. Et de ce point de vue-là, si un des objectifs de la loi affichée à l'époque était aussi de favoriser le droit des étrangers, on était à peu près tous d'accord pour dire qu'on n'est pas certain qu'en tant que tel, cela ait été atteint. C'est un peu, pour le constat final, pour conclure, le requérant était un peu le grand absent de ces procédures dans cette machinerie complexe et comme je vous l'ai dit, souvent il disparaît dans la nature lorsqu'il a été relâché par le JLD, donc tout se passe un petit peu sans lui. Et pour conclure, nous nous sommes séparés et dans les couloirs, il m'a été dit par certains acteurs qu'il serait bien qu'on se retrouve plus souvent pour dialoguer autour de cette question. Et je pense, comme vous l'avez dit, que ce soit de manière plus ou moins formelle ou informelle, c'est effectivement une bonne idée. Donc des suites seront probablement données à ces discussions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est très important ce dialogue des juges. J'avoue que c'est une réforme qu'on appréhendait un peu parce que ne comprenant pas ce qui allait se passer. Donc, je remercie notre collègue de l'ordre judiciaire d'avoir été présent et de nous avoir apporté toutes ces informations. Effectivement, le problème du droit des étrangers, c'est qu'on a l'impression qu'après chaque réforme, les choses deviennent de plus en plus complexes sans que nécessairement le droit de l'étranger soit vraiment pris en compte. Et une des difficultés qu'il y a, c'est effectivement tous ces dossiers où on ne retrouve plus le requérant parce qu'il est parti dans la nature. Est-ce que c'est bien utile que nos collègues juges statuent sur ces dossiers alors qu'on ne sait pas à qui il faut l'adresser? Quand on envoie des courriers, ça nous revient, n'habite plus à l'adresse indiquée. Bref, on se demande parfois à quoi sert tout cela. Donc je crois qu'il faut qu'on soit conscient. Alors je sais qu'il y a une loi sur l'asile et l'immigration qui est en cours de préparation. J'avoue que, illustré par les exemples précédents, je me demande si on va aller vers une simplification réelle ou si au contraire on ne va pas créer encore de nouveaux recours avec des délais nouveaux. Enfin bon, on connaît ça très bien. Bon, merci beaucoup, c'était très, très clair et très intéressant, très instructif pour tout le monde. Alors le deuxième atelier, c'était à la fois plus facile et plus difficile, parce que c'est un peu de la prospective. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, donc ça laisse une grande liberté de penser en imaginant toute une série de scénarios qui seront peut-être pas ceux qui finalement seront retenus. La jurisprudence ne s'est pas encore exprimée, donc on a eu
la doctrine et la position du Conseil d'État qui est claire, mais après, bon, il y avait un champ très vaste de réflexion à mener sur ces actions de groupe et de la reconnaissance de droit. Donc je donne la parole à Olivier Yeznikian, et vous êtes à deux. Le sujet était tellement vaste. Alors, comme vous le disiez, Monsieur le Président, nous sommes au début d'un processus. Et puis ce matin, nous avons aussi eu de très belles contributions qui ont déjà bien engagé la réflexion et donné beaucoup d'informations. Donc c'était un énorme avantage et puis un petit handicap pour nous, parce que nous devions trouver d'autres choses à dire. Nous avions donc fait le choix d'illustrer finalement les dispositions du socle commun de procédure dont les éléments principaux se retrouvent dans le document qui a été distribué ce matin, d'illustrer donc cette procédure commune aux actions de groupe, aux actions collectives. Voilà. Prenons cette terminologie plus englobante, par deux approches particulières, thématiques, liées précisément, d'une part, à la discrimination par l'employeur ou à des actions en reconnaissance de droit au sein de la fonction publique. Donc ça sera le résumé en sera fait par mon collègue et ami, le président Albertini. Et puis l'autre approche était à partir de l'action de groupe environnementale. Donc je vais restituer cette deuxième partie de notre atelier. Nous étions 4 au total à intervenir. Maître Frégé, le président Albertini pour la fonction publique, le maître de Harbe et moi-même pour l'action de groupe environnemental. Nous avons rappelé les dispositions pertinentes, puisque dans les dispositions propres à chacune des actions de groupe, il y a bien sûr des procédures communes, mais nous avons insisté, comme je le disais, sur les dispositions spécifiques. En matière environnementale, les dispositions spécifiques qui se retrouvent au Code de l'environnement, à l'article L142-3-1 du Code de l'environnement, finalement introduisent 3 éléments différents par rapport à la définition générale de l'action de groupe que l'on retrouve chez nous au Code de justice administratif, le L77-10-1 ou 2, je ne sais plus. Les 3 éléments sont les suivants. Ils portent sur la notion de dommage, ils portent sur la notion de préjudice, et ils portent sur la notion d'association. Le dommage, finalement, c'est la porte d'entrée de l'action de groupe thématique. Et en matière environnementale, le dommage qui doit être analysé, c'est le dommage environnemental. Ce dommage environnemental ne répond pas à une définition unique dans le Code de l'environnement. Il y a au moins 2 dispositions qui y font référence. Une disposition relative au principe pollueur-pollueur qui a sa propre définition du préjudice environnemental et qui contribue à une réparation collective, finalement, d'une atteinte à la nature directement. Ce type de réparation ne rentre pas dans l'action de groupe. L'action de groupe a sa propre définition du préjudice environnemental, qui est fait par référence à une disposition de l'EL142-2 du Code de l'environnement, qui en réalité est une disposition sur un mode d'association agréé, qui peut intervenir dans un certain nombre de champs de dispositions législatives, et c'est ces domaines de dispositions législatives qui finalement caractérisent un petit peu comme un catalogue à la Prévert la notion d'environnement au sens de l'action de groupe, ce qui est assez pratique d'un point de vue rédactionnel pour le législateur, mais pas forcément très facile à mettre en œuvre ensuite dans le concret. Mais les choses sont ainsi, et donc nous avons un préjudice environnemental. L'autre particularité, c'est de voir comment, finalement, ce préjudice environnemental peut donner droit à une action de groupe. Ce n'est pas l'atteinte directement à l'environnement qui peut donner prise à une action de groupe, puisque nous serions dans le principe pollueur-payeur, mais ce sont les conséquences d'un dommage en l'environnement sur des personnes, des particuliers.
ou des personnes morales ou des personnes physiques. Il y a donc, c'est un préjudice par ricochet. Voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'action de groupe environnementale, de définir un dommage environnemental qui a lui-même des conséquences sur la situation d'autres personnes. Et donc, c'est les préjudices de ces personnes qui vont pouvoir être indemnisés. Et là, il y a une autre spécificité de l'action de groupe environnementale par rapport à la disposition générale, c'est que ce ne sont pas tout type de préjudices personnels qui peuvent être indemnisés, mais seulement les préjudices corporels et matériels. Ça, c'est un autre élément de distinction et donc de rétrécissement, en quelque sorte, de la possibilité d'action de groupe dans ce domaine. Et le troisième élément de différenciation porte sur le type de groupement susceptible de porter l'action de groupe, précisément. Et il s'agit ici d'associations, mais plus précisément, et là c'est une différence par rapport au texte général qui prévoit notamment des associations déclarées régulièrement depuis au moins 5 ans, en matière environnementale, ce ne sont que des associations agréées. Et l'agrément doit être vérifié de deux manières. Soit il s'agit d'associations agréées au titre de la protection de l'environnement, le L141.1 du Code de l'environnement, soit, et là c'est une nouveauté du texte, soit des associations agréées spécifiquement en vue d'exercer l'action environnementale, l'action de groupe environnemental, pardon. Et cette disposition donc procède elle-même à une double sélection. 2 catégories d'associations agréées pour engager cette action sont déterminées. Les associations réputées, présumées agir en vue d'eux, ce sont des associations du droit à la consommation, avec un renvoi à l'article, ou des associations qui peuvent agir devant le juge pénal, c'est l'article 12-5 du Code de procédure pénale. Ça, c'est une première catégorie d'associations qui peuvent intervenir. Il y a une deuxième, c'est celles qui vont demander l'agrément spécifiquement. Et là, elles doivent avoir existé, être déclarées depuis au moins 3 ans pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'agrément en vue d'eux. Donc, on crée en fait, c'est le point intéressant, un peu l'originalité aussi de cette action de groupe, on va créer un réseau associatif. On va inciter en fait à l'établissement d'un réseau associatif capable sur l'ensemble du territoire national de porter ces actions, puisqu'il faut constituer en réalité ce réseau dans la mesure où il n'y a pas forcément actuellement recensé au plan national des associations agréées en nombre suffisant sur l'ensemble du territoire pour pouvoir éventuellement faire face à des demandes. Donc là, il y a toute une ingénierie finalement qui peut se mettre en place, et toute une économie en quelque sorte, si on va plus loin dans le raisonnement, qui peut être générée par ce type d'action. Et d'ailleurs, on s'est posé la question, on ne l'a pas résolue du tout, de savoir quel est le financement finalement de cette procédure. Qui va payer, qui porte? Celui qui va porter l'action, il va devoir engager des frais. Et on le sait, ça a été dit ce matin et ça a été redit cet après-midi, les actions de groupe sont des actions longues. Elles peuvent être très longues même. Il peut même y avoir des défaillances du porteur de projet avec un système de substitution. Donc il faut se poser la question de savoir comment financer cela. On n'a pas réussi à le résoudre dans le peu de temps que nous avions cet après-midi, avec le peu de recul que nous avions également. Mais ce sont des questions que nous nous sommes posées, ainsi que la question de la masse critique pour pouvoir engager valablement cette action à la place d'une action classique, parce qu'on ne va pas faire une action de groupe environnemental pour 2 personnes. Ça va être trop long et trop coûteux. Voilà. Donc, ce n'est pas comme dans le Code de la consommation ou le Code de la santé. Voilà. Donc, il y a des spécificités qu'on a essayé de pointer. On ne les a pas toutes vues, bien sûr. Mais bon, après, on a essayé de déterminer quel était le type de préjudice qui pouvait être réparé. Alors, on a évoqué des cas, finalement, qu'on peut tous avoir en tête. Un préjudice de type Erika qui pollue et
voilà, la mer et les poissons, et nous allons manger les poissons, et donc nous allons avoir des conséquences sanitaires du fait de cette consommation. Bon, les algues vertes qui font des émanations pestilentielles et qui vont contaminer des troupeaux, donc là il y a un préjudice matériel qui peut concerner un certain nombre d'agriculteurs, et donc s'ils sont en nombre suffisant, ça peut être intéressant. C'est la pollution de l'air à Paris, éventuellement. Donc les antennes relais peut-être aussi. Voilà. Donc il y a des champs à prospecter avec une difficulté qui va consister à bien définir les cas individuels de départ. Voilà. Qui seront très importants pour poser les bases d'un jugement de responsabilité. On s'est aussi posé la question de l'expertise, parce qu'en matière environnementale, justement, pour les questions de causalité, l'expertise peut être très importante, et à quel moment elle doit intervenir. Et vraisemblablement, en toute logique contentieuse, elle doit intervenir avant ou à l'occasion du premier jugement, du jugement cadre, comme l'expression de ce matin que je reprends. Et puis la place de l'avocat, la place aussi de son rôle économique, sa perte finalement d'influence dans le règlement financier lorsqu'il y a une procédure de liquidation collective, ben, ce n'est pas lui qui aura la main. Voilà. Il y a toute une série de questions qui se posent. Le rôle aussi de possibilité d'attraire l'assureur comme finalement l'auteur de substitution pour payer l'indemnisation. Nous avons aussi situé notre action de groupe environnemental par rapport à deux autres éléments. J'ai déjà évoqué le mécanisme de réparation pollueur-payeur prévu par le Code de l'environnement. Bon, je n'y reviens pas. Mais également un dispositif très proche, quasiment identique quand on le regarde un peu superficiellement. C'est celui issu de la loi Barnier, c'est l'action en représentation conjointe. Il y a d'ailleurs des mécanismes d'action en représentation conjointe qui coexistent dans le Code de la santé, mais on le trouve aussi dans le Code de l'environnement. Cette action, si vous lisez les deux textes, les deux dispositions phares d'entrée, on peut quasiment les superposer, c'est très proche. Il y a des différences évidemment, mais la principale différence tient au fait que dans la loi Barnier, en fait, l'association de protection de l'environnement qui doit intervenir, elle doit recevoir le mandat de l'ensemble des victimes potentielles. Donc finalement, l'intérêt de l'action de groupe, c'est de renverser le mécanisme, de partir d'un échantillonnage de départ relativement modeste éventuellement, et à partir du moment où le juge a posé le cadre, de pouvoir faire entrer tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés. Et c'est beaucoup plus vendeur d'avoir un mécanisme comme celui-ci que de partir d'entrée de jeu avec un groupe à constituer avec une incertitude sur la possibilité de gagner. Ouais. Et ce qui peut expliquer que la loi Barnier, finalement, a eu très peu d'effet. Mais on s'est quand même posé la question de savoir si l'action de groupe environnemental aura le succès attendu. Merci beaucoup. Donc il y a encore beaucoup de questions, comme nous l'avons vu. Paul-Louis, je donne la parole. Donc nous avons évoqué dans la première partie de cet atelier l'action de groupe et l'action reconnaissance de droit au profit des fonctionnaires et des agents publics. Nous avons vu qu'il existe des points communs nombreux entre ces deux actions collectives prévues par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Bien sûr, l'action de groupe qui, elle, est inspirée de procédures qui existent dans le monde des tribunaux judiciaires, mais aussi l'action en reconnaissance de droit qui nous est spécifique et qui est destinée à prévenir les contentieux sériels. L'une et l'autre action concernent largement les fonctionnaires et les agents publics. Ces actions collectives permettent à une association ou un syndicat professionnel, dans certains cas, d'introduire une action de principe en déclaration de responsabilité ou de droit, qui interrompt les délais de recours et de prescription au profit de toutes les personnes susceptibles de bénéficier ensuite individuellement de la décision rendue par le juge. La qualité pour agir n'est pas reconnue à des personnes physiques, mais seulement à des associations ou à des organisations syndicales. La juridiction compétente
pour statuer et déterminer au regard de règles comparables, et notamment, s'agissant de ce public très particulier, au regard du lieu d'affectation des agents. Les jugements rendus sur ces actions présentées par ministère d'avocats sont susceptibles d'appel, quel que soit l'objet du litige, et l'appel a un caractère suspensif. S'agissant enfin de l'exécution de ces décisions, nous avons relevé qu'une décision favorable ou une action de groupe ou une action reconnaissance de droit est toujours invocable par les tiers intéressés, dès lors qu'elle est devenue irrévocable pour l'action de groupe, donc purgée de toute voie de recours. Vous voyez le deuxièmement de l'article 77-10-8 du Code de justice administrative, ou pour l'action reconnaissance de droit, passée en force de chose jugée, donc une fois purgée, la voie de l'appel. Nous avons considéré qu'il est possible d'être optimiste sur le succès de l'action de groupe et de l'action reconnaissance de droit, même si la consultation du site Internet du Conseil d'État révèle aujourd'hui qu'aucune action de groupe n'est en cours et que seulement 2 actions reconnaissance de droit sont enregistrées devant le tribunal administratif de Nice. Les intervenants se sont en effet accordés pour considérer que ces 2 actions constituent un levier, un moyen de pression puissant sur l'administration employeur pour obtenir au profit des agents concernés une indemnisation ou la reconnaissance de droits résultant de l'application de la loi ou du règlement, dès lors que les décisions rendues font l'objet d'une publicité suffisante et sont connues du public intéressé. Toutefois, ce succès est soumis à des conditions. Le juge devra être particulièrement rigoureux et précis dans la motivation de ces décisions et dans la formulation du dispositif. Il devra également veiller à ne pas dissuader les associations et organisations syndicales de le saisir s'il s'attache, car il pourrait commettre l'erreur de s'attacher à différer ou à réduire trop largement les effets de sa décision au regard de la jurisprudence AC, comme l'y invite expressément le législateur, ce qui pourrait faire perdre beaucoup d'intérêt aux actions collectives. En outre, il faudra veiller dans nos décisions à assurer une publicité suffisante pour que nos décisions soient connues du public intéressé, puisque lorsque les actions collectives sont soumises au juge, il est impossible d'avoir une idée précise de l'identité et du nombre de personnes qui sont concernées par ces actions. Voilà, merci. Merci à vous deux. Nous passons au 3e atelier, l'incidence des procédures, des réformes procédurales sur le contentieux indemnitaire. Merci. En matière de plein contentieux, notre atelier, qui n'a pas hésité à aborder des questions très pratiques, a relevé que l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 s'apparente à première vue à un retour aux principes généraux de pour ce versant du contentieux administratif. Ce qui frappe en effet, c'est la disparition des exceptions qui prévalaient jusqu'alors. L'extinction du régime particulier des travaux publics, aussi bien en ce qui concerne les délais de recours que l'obligation de lier préalablement le contentieux. La fin de la possibilité de régulariser les demandes indemnitaires non précédées de réclamation auprès de l'administration. Vous savez, cette jurisprudence établissement français du sang assez libérale qui permettait de régulariser jusqu'à la clôture, même en réponse à une fin de non-recevoir, des demandes qui n'étaient pas demande indemnitaire au juge qui n'étaient pas liées. L'alignement des délais de recours sur le régime propre à l'excès de pouvoir en ce qui concerne les décisions implicites. En résumé, a été acté par les participants la volonté de normaliser le traitement des recours de pleine juridiction en général, du contentieux indemnitaire en particulier. Par contentieux indemnitaire, nous sommes convenus d'employer un terme générique qui recouvre aussi bien l'indemnisation des préjudices, contentieux subjectif, résultant d'une faute ou d'un fait générateur de dommages, que le contentieux pécuniaire, c'est-à-dire la liquidation de droits qui est en droit auquel peut prétendre un fonctionnaire, par exemple, ou toute personne réclamant une indemnité, non pas une indemnisation. Il est apparu toutefois aux participants aux travaux que des incertitudes quant à l'application des nouvelles règles
issus du décret Jade mériteront d'être éclaircies. Quelques points. Est-ce que, en matière, le maintien de certaines hypothèses de régularisation de la liaison du contentieux en cours d'instance, par exemple, les débats ont été assez nourris sur cette question, puisqu'on pourrait imaginer appliquer la jurisprudence actuelle qui prévaut déjà pour les recours administratifs préalables obligatoires, les fameux rapports, qu'un justiciable peut exercer tout en saisissant peu de temps après le juge, et l'écoulement du temps fait apparaître une décision qui régularise par l'effet de cet écoulement le recours. Est-ce que l'esprit du texte est vraiment celui-là, sachant que les auteurs du décret, visiblement, ont voulu subordonner la saisine du juge à une prise de position claire de l'administration, soit expresse, soit implicite? Premier débat. L'articulation avec les procédures de référé, notamment avec le référé provision, qui n'exige pas une demande au fond. Mais ne pas exiger une demande au fond, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas d'abord saisir l'administration, qui est une autre règle. Cet autre point méritera d'être éclairci. La persistance ou l'abandon d'une jurisprudence libérale en matière de chiffrage des conclusions. Est-ce que le nouveau décret va conduire le juge à reconsidérer ce qu'il entendait comme la liaison du contentieux? On sait que la jurisprudence n'exige pas le chiffrage, simplement une prise de position de l'administration, ne serait-ce que sur sa responsabilité. S'agissant de l'instruction des dossiers contentieux, et en particulier sur la cristallisation du débat contentieux, les débats ont été, sur ce point-là, sans doute les plus nourris de nos travaux. Comment adapterons-nous au contentieux indemnitaire un concept qui a été retenu par les auteurs du décret, concept de moyen? Qu'est-ce qu'un moyen, un contentieux indemnitaire? À partir de quand peut-on cristalliser, c'est-à-dire figer les débats sur cette question-là, sachant qu'il y a deux hypothèses, une large, une plus restrictive. L'hypothèse large, ce serait d'assimiler le moyen à la cause juridique. En plein contentieux indemnitaire, on entendrait par là le terrain de responsabilité choisi, responsabilité sans faute, faute. Ou est-ce qu'il faudrait aller plus loin et plus finement descendre dans la catégorie et estimer qu'au sein d'une cause juridique, c'est-à-dire la responsabilité pour faute, prenons cet exemple, le moyen serait, en matière médicale par exemple, le défaut d'information, la prise en charge opératoire, les suites de l'opération, le dysfonctionnement dans l'organisation du service, bref, toutes sortes d'hypothèses de faute que nous interdirions par la cristallisation du débat contentieux à un justiciable d'invoquer à un certain moment du débat. Il n'a pas été possible de s'entendre sur cette question, qui reste donc tout à fait ouverte. Au cours de nos échanges, le débat s'est ensuite élevé sur la question très pratique de la présentation du mémoire récapitulatif de l'article R611.8.1 du Code. Un débat, un accord là, a pu être trouvé sur l'intérêt de produire au juge un dernier mémoire particulièrement bien présenté, clair, qui, quelle que soit la formule retenue, fasse apparaître les moyens qui sont maintenus, bien entendu. Je n'entrerai pas dans les couleurs, ni le choix des polices de caractère, ni même la présentation, mais la ligne verticale dans la marge est très appréciée. Enfin, des interrogations, mais beaucoup plus rapides, puisque le temps passé, ont persisté quant à l'application pratique de la procédure de médiation. Mais là, il faut bien dire que les débats avaient été beaucoup plus nourris le matin en séance plénière. Tout au plus, nous sommes interrogés sur les interférences de la mission confiée à un expert déjà désigné par le tribunal administratif, qui d'ores et déjà, avant même le nouveau décret et la loi qui généralise la médiation, pouvait tenter de concilier les parties. Les participants ont relevé par ailleurs l'importance de la marge de manœuvre du juge pour initier la procédure, la suivre et la valider, avec donc les questions délicates d'ordre public que nous avons abordées le matin même. Merci. Donc là encore, on pensait que le décret avait épuisé les questions, mais en fait, ça suppose de nouvelles questions. Donc, il restera au Conseil d'État de nous dire exactement de quelle façon il faut interpréter toutes ces
Nouvelle disposition. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, dernier atelier, la revisitation de l'intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d'urbanisme. Samuel Thérin, la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'atelier 4, l'atelier urbanisme traditionnel, si je peux dire, a fait porter ses travaux cette année donc, sur la revisitation de l'intérêt à agir dans le contentieux des autorisations d'urbanisme. Nous avions envisagé, avec Maître Vamour, le cas échéant, de glisser un peu le sujet sur une autre réforme procédurale qui a beaucoup d'incidence en termes de contentieux et qui n'est pas inintéressante à suivre, mais nous avons manqué de temps en tout état de cause et nous nous sommes donc essentiellement concentrés à notre sujet initial, qui est donc cette redéfinition de l'intérêt à agir dans le contentieux de l'urbanisme. Alors, nous nous sommes particulièrement attachés, après que Maître Vamour ait brillamment synthétisé et rappelé le sens de la jurisprudence, et donc qui a été déjà rendu sous l'empire de l'article L600-1-2, qui, compte tenu de son ancienneté, même récente, permet néanmoins une sorte de premier bilan d'étape. Et nous nous sommes attachés donc à faire ce premier bilan d'étape de la jurisprudence, essentiellement donc rendu sous l'empire de l'article L600-1-2, étant entendu que nous avons tout d'abord rappelé les autres réformes de l'appréciation de l'intérêt à agir, notamment issues de l'article L600-1-1, qui est un peu plus antérieur, puisque issu de la loi ENL, sauf erreur de ma part, mais qui porte uniquement, comme vous le savez, uniquement sur la date d'appréciation de l'intérêt à agir des associations, et non la manière d'apprécier ce même intérêt à agir, qui reste toujours apprécié de la même manière traditionnelle, en fonction du champ géographique et matériel de la dite association requérante. Donc nos développements et nos débats ont essentiellement porté donc sur, en revanche, cette disposition novatrice, qui est l'article L600-1-2, novatrice pour la première raison qui a été évoquée d'ailleurs par Monsieur le Président Couvercacera ce matin. C'est la première fois où le législateur s'immisce, légitimement bien entendu, mais dans ce qui était le précaré du juge administratif, qui était la définition tout simplement des personnes qui avaient accès à son prétoire ou non, et qui jusqu'ici faisait l'objet d'une définition purement prétorienne et jurisprudentielle. Et c'est donc effectivement que la première fois, en tout cas en contentieux administratif, que la guerre n'était plus confiée aux militaires. Toujours est-il que dans le cadre de cette appréciation, nous avons, de cette novation, nous avons identifié plusieurs problèmes dans l'application de l'article L600-1-2, qui issu des exemples jurisprudentiels rappelés par Maître Vamour. Alors le premier problème est le problème du champ d'application matériel. À lire stricto sensu la disposition de l'article L600-1-2, effectivement, elle ne s'applique par exemple qu'au permis de construire. Les juridictions de première instance n'en avaient pas moins déduit l'assimilation à la déclaration préalable et ont été toutes désavouées par leur juge d'appel, qui a, en tout cas 2 cours administratives d'appel, qui se sont clairement prononcées, dont la Cour administrative d'appel de Douai. Non, pas du tout, au contraire. Donc, qui se sont prononcés pour l'application littérale de la disposition, à savoir restreindre le champ d'application de l'article L600-1-2 au seul permis de construire et non pas aux autorisations d'urbanisme, comme peuvent l'envisager d'autres dispositions. Et effectivement, contrairement à d'autres dispositions telles que l'article L600-1-4, par laquelle le juge doit se prononcer sur tous les moyens de nature à entraîner l'annulation, où l'expression employée est autorisation d'urbanisme, eh bien l'article L600-1-2, lui, parle expressément de permis de construire, et non ou même de construction soumise à permis de construire, ce qui englobe alors le champ de la déclaration préalable. Donc les cours se sont prononcés pour une application littérale. Le point n'était pas forcément aisé à franchir, il l'a été, bien évidemment, suite dans les prochains débats contentieux, car je pense que ce point ne manquera pas d'être soulevé devant le Conseil d'État, maintenant ou plus tard, bien entendu. Alors déjà, premier point. D'autre part, toujours dans le champ d'application matérielle, autre difficulté, on pouvait effectivement s'interroger sur la question de savoir si cette disposition s'appliquait au permis de construire modificatif. Le Conseil d'État a répondu cette fois très expressément à la question, par la jurisprudence Monsieur et Madame Malsout du 17 mars 2017, donc par lequel le Conseil estime que le permis de construire modificatif rentre pleinement dans le champ d'application du L600-1-2, et d'ailleurs cet article sera appliqué à l'aune des seules modifications décidées par le permis de construire. Ce en quoi, d'ailleurs, il s'est inspiré de la jurisprudence antérieure sur la création des droits acquis par le permis de construire initial, du moment que celui-ci n'était pas définitif, bien entendu.
Alors, donc toujours sur le champ d'application matérielle du L600-1-2, de quelle manière l'appliquer au permis d'aménager, notamment lorsque ceux-ci valent autorisation de lotir? Comment apprécier les conditions, l'atteinte aux conditions d'utilisation ou de jouissance d'un bien par une décision qui ne fait que finalement séparer la propriété foncière de la parcelle faisant l'objet de la décision. Toute question qui pour l'instant demeure sans réponse à un niveau, en tout cas soit d'appel ou de cassation, mais qui ne doit pas moins appeler notre attention, car effectivement, sauf à dénier systématiquement un tel intérêt à agir des tiers voisins contre des permis d'aménager, il faudra bien envisager d'avoir une application peut-être nuancée, en tout cas s'agissant de ces permis d'aménager, plutôt que par rapport aux autorisations d'urbanisme, les permis de construire en l'occurrence. Alors, problème également, à part ce champ d'application matérielle, de la qualité du requérant. Le L600-1-2 est très clair, il exclut de son champ d'application l'État, les collectivités locales et, sauf erreur de ma part, les associations, puisque effectivement ceux-ci sont rédigés par l'article L600-1-1. Et donc fait tomber dans son champ d'application, on va dire essentiellement deux catégories de requérants essentiels. Le requérant personne physique, tout simplement, le tiers, le voisin, et le requérant personne morale, mais qui ne fait pas partie des trois précédentes catégories, c'est-à-dire concrètement la SCI qui se prévaut d'une atteinte à son bien dans les mêmes conditions, soit dit en passant, qu'une personne physique. Mais pour autant, cette définition du champ d'application personnel, rationné personnel, si on pourrait dire, de l'article L600-1-2 ne va pas sans difficulté, ne serait-ce que par les raffinements adoptés par le Conseil d'État en rétablissant la notion de voisin, qui avait complètement disparu de l'article L600-1-2 et qui est revenu dans le contentieux par le biais de la jurisprudence Bartholoméi, qui, précisément, réintroduit cette notion de voisin, le voisin immédiat en l'occurrence. Alors nous avons eu des longs débats sur qu'est-ce que le voisin immédiat, est-ce le voisin mitoyen, est-ce le voisin contigu, est-ce le voisin... Des débats qui sont extrêmement intéressants, bien entendu, mais qui, de toute manière, trouveront bien évidemment leur solution, non pas dans une prospective que nous pourrions engager, mais plus simplement dans des exemples jurisprudentiels à venir. En l'état du droit, bien évidemment, la jurisprudence Bartholoméi le dit très clairement, le voisin immédiat n'est pas le voisin mitoyen. Le voisin immédiat ce concept a été admis pour des voisins situés à 1, 3, 10 mètres, mais qui n'étaient pas, en tout cas, le voisin mitoyen de la parcelle d'assiette de la construction. Et inversement, comme il a été relevé au cours de nos développements, on pourrait bien évidemment envisager de retourner la situation en refusant l'interagir à un voisin mitoyen, mais qui pour autant trouverait sa parcelle d'assiette tellement grande qu'en réalité son centre d'intérêt serait éloigné de plusieurs centaines de mètres de la parcelle d'assiette de la construction. Alors toutes ces définitions nouvelles, puisque le voisin immédiat, d'ailleurs sauf erreur de ma part, n'avait pas été défini précédemment à l'article L600-1-2, puisque le Conseil d'État se référait tout simplement à la notion de voisin, puisque cette qualité donnait intérêt à agir. Désormais, nous voilà saisis donc de la qualité de voisin immédiat, qui n'est bien évidemment pas le seul type de requérant qui aura intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, mais en tout cas qui est le seul qui bénéficiera de la présomption d'intérêt à agir qui a été instituée par la jurisprudence Bartholoméi. Alors, problème bien évidemment également de la définition de ces atteintes directes aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance, avec la qualification juridique qui s'attachera à ces différentes notions, ressurgissent bien évidemment des notions traditionnellement inopérantes en contentieux de l'urbanisme, le préjudice d'ensoleillement, qui bien évidemment pourra être invoqué au titre de ces conditions d'utilisation de cette atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance. Et voilà que ressurgit finalement une notion traditionnellement inopérante en droit de l'urbanisme, le fameux droit des tiers, qui, pour inopérant qu'il sera toujours au fond, n'en sera pas moins pris en compte au niveau de la recevabilité par ce bien direct. Alors, nous avons beaucoup discouru d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 30 juin dernier. Nous avons donc été tentés d'ailleurs de surseoir à statuer à nos travaux et d'aller dans l'atelier numéro 2 pour aller poser la question à qui de droit, mais nous en sommes abstenus. Et toujours est-il que nous avons donc beaucoup discouru de cette notion de valeur vénale dans l'appréciation, dans l'application de l'article L600-1-2. Nous en avons déduit, mais peut-être que précisément nous prendrons nos conseils auprès de qui de droit, que cette valeur vénale était en elle-même inopérante sur l'application de l'article L600-1-2, mais
n'en pouvait pas moins révéler précisément une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance, puisque nécessairement une telle atteinte sera, par exemple, révélée par une telle élimination démontrée de la valeur vénale. Alors peut-être que la Cour n'avait peut-être pas à l'esprit tous ces... L'introduction de la requête. À la date... La valeur vénale. Ah oui, bien sûr. Oui, à la date d'enregistrement de la requête, oui, avec l'application de l'article L600-1-3 qui se greffe encore en plus de plus. Mais s'agissant d'atteinte potentielle, nécessairement, il nous sera difficile de raisonner autrement que par prospective, par définition, puisqu'il s'agit d'une construction qui est en devenir et qui n'est pas, en tout cas, qui n'est pas encore matérialisée. Enfin, toujours est-il que ces débats sont sans fin. Ce qui est confirmé à l'instant et qui augure précisément de, à partir de cette modification législative, peut-être pas seulement d'un renouveau, mais également de débats particulièrement enrichissants sur ces différentes notions qui sont introduites par le législateur et qui nécessairement devront recevoir leur qualification juridique de la part du juge. Mais au-delà donc de ces difficultés, l'atelier a également, relevé que, par exemple, par la résurgence de cette notion de voisin, finalement, est-ce que le fameux triptyque qui servait à apprécier l'intérêt à agir avant l'application de l'article L600-1-2 a disparu ? Lorsqu'il s'agit de définir la qualité de voisin immédiat, celui-ci se fera nécessairement, puisque du moment que le Conseil d'État reconnaît que le voisin immédiat n'est pas le voisin mitoyen, eh bien cette notion de voisin immédiat sera nécessairement définie par l'application de ce fameux triptyque, c'est-à-dire qualité, en tout cas importance de la construction, distance du requérant par rapport à cette construction et présence d'éventuels obstacles entre cette construction et le siège des intérêts du requérant. Et donc par voie de conséquence, finalement, est-ce que l'article L600-1-2 a entraîné une révolution, une modification du raisonnement du juge administratif ? Rien n'est moins sûr. Un inversement certain de la charge de la preuve, c'est évident, notamment par la jurisprudence Perret, qui non seulement, en tout cas les deux jurisprudences fondatrices que sont la jurisprudence Brodel de 2015, qui a été ensuite, confirmée et même précisée par la jurisprudence Perret. Mais en tout cas, est-ce que finalement, ça ne va pas sans doute induire une modification de la charge de la preuve plutôt qu'une modification des modes de raisonnement du juge ? Est-ce que finalement, le juge administratif, malgré l'intervention du législateur, ne fera pas preuve d'une telle résilience qu'il conservera finalement ces modes et ces manières de raisonner et d'apprécier l'intérêt à agir, même si effectivement la jurisprudence Perret implique nécessairement, et ça c'est l'apport fondamental, et ce sur lequel nous sommes peut-être appesantis, en tout cas au cours de l'atelier, car il nous paraît déterminant, même si effectivement la charge de la preuve de l'intérêt à agir repose désormais clairement sur le requérant, faute pour lui de le faire, il s'expose à des sanctions particulièrement dirimantes, telles que le rejet de sa requête par ordonnance R222-1 en application de la jurisprudence Perret. Voilà, donc, Monsieur le Président, quels ont été le sens des débats de l'atelier numéro 4. Je vous remercie. Le juge judiciaire, on discute au sein des différents niveaux de l'ordre administratif avant d'avoir nos collègues allemands qui vont nous apporter leur propre éclairage. La deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de rassurant dans ce que nous avez dit, c'est-à-dire que quand le législateur veut nous dicter notre conduite, ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de questions que ça pose et donc ça nous laisse une certaine liberté. Donc c'est très bien comme cela. Je vous remercie chacun pour votre contribution qui a montré que même quand il y a des textes, quand il y a de la jurisprudence, les questions restent nombreuses. Ça vous démontre que même les magistrats ne sont pas sûrs des solutions. Et donc c'est toujours à la suite de raisonnements et de débats que les choses se passent.